Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREMIERE partie. Une ELECTRIFICATION tardive et partielle. La politique de RESEAUX de LECTRIFICATION en Afrique. Comparaison Afrique de l'OUESTAFRIQUE du Sud. Catherine COQUERYVIDROVITCH. L'histoire de l'électrification en Afrique a été très peu étudiée. La moisson bibliographique est inexistante. Les travaux proprement d'histoire urbaine sur la question sont rares. Il n'existe à ce jour qu'une bonne étude récente sur l'électrification en Afrique du Sud, Christie, 1984, et une synthèse plus brève sur l'Afrique occidentale, Sarfouache, 1990. Pour le reste, on décompte de rares analyses de l'électrification dans les campagnes des pays sous-développés issues de la Banque mondiale, 1975, ou tout récemment, de l'AFREPEN, African Energy Policy Research Network, 1999, en particulier sur l'Afrique centrale et orientale. C'est maigre et tout est en anglais. Du côté français, on trouve un mince fascicule avant-guerre, François 1937, et quelques travaux inédits de maîtrise, Ardura 1999, Sopic 2000, Robert 2001, Gilberge 2002, sous l'égide de l'Association pour l'Hystère de l'électricité en France, plus rarement des allusions brèves à L'. Occasion de certaines thèses publiées ou inédites, Sec 1970, Dan Farah 1990. Tout le reste est à faire, alors que la documentation ne manque pas, à glaner dans des fonds d'archives variés et fort complets, notamment la série Travaux publics et après-guerre ceux du FIDES et du FAC, et aussi dans de nombreuses revues techniques d'époque, coloniales ou non. Ce travail est à entreprendre absolument, car l'étude de l'électrification aux colonies ouvre des pistes multiples. C'est évidemment, au premier chef, un domaine encore quasi vierge d'histoire économique, via l'histoire des réalisations des grandes firmes métropolitaines en ce domaine, et le rôle qu'elles ont joué dans l'équipement, production minière et amélioration du réseau ferré, cas de l'Afrique du Sud, etc. Mais les implications vont bien au-delà. En témoigne une brève étude prémonitoire en histoire urbaine à propos de l'éclairage public à Tunis, Belaïd, 1998, et quelques indications sur l'histoire des dockers de Durban à la suite de l'électrification du port, Atkins, 1993. On pourrait aller beaucoup plus loin en histoire sociale, en s'interrogeant ce qui semble n'avoir guère été tenté outre-mer sur les incidences de L'. Électrification dans la vie quotidienne et les changements de mentalité. On sait par exemple qu'un spectacle encore habituel dans nombre de quartiers populaires est celui d'écoliers travaillant leurs leçons sous un lampadaire public, et il ne s'agit pas nécessairement de quartiers précaires où les rues ne sont pas encore éclairées. Quel est encore l'impact de l'électrification domestique sur les transformations sociales, en un temps où les organismes internationaux en sont encore à promouvoir l'électrification des campagnes, tandis que nombre de quartiers urbains sont toujours dépourvus d'équipements électriques? Tout ceci apparaît comme un immense chantier encore en friche, où le travail conjoint des historiens et des anthropologues peut se révéler extrêmement efficace pour qu'on l'inscrive dans des projets de recherche concertés. C'est le résultat que nous attendons de l'action concertée entreprise par le laboratoire SEDET, qui entend comparer l'élaboration et les implications de la constitution de réseaux de services urbains, eau, électricité et transport, dans différentes villes-ports francophones outre-mer, Maghreb et Afrique noire, mais aussi Madagascar et Caraïbes. Ce projet entend examiner et comparer les effets sociaux de l'électrification dans un certain nombre de villes africaines. Compte tenu des maigres sources antérieures à la Seconde Guerre mondiale, et de l'électrification encore plus limitée des villes tropicales petites et moyennes de l'intérieur du continent à cette époque, nous avons privilégié les villes-ports, souvent mais pas toujours en même temps villes-capitales ou en tous les cas, villes-métropoles à partir des années 1945. L'étude permet ainsi de dresser un bilan des actions effectuées dans la dernière phase coloniale. Elle permet aussi de voir dans quelle mesure et comment les politiques nationales ont poursuivi ou transformé les programmes à partir des indépendances. L'objet n'est pas de faire de l'histoire économique une fin en soi. Il n'est pas question de se cantonner dans une recherche macroéconomique comptabilisant prioritairement le coût des programmes, les investissements effectués, les prix de revient et les secteurs de consommation.
Il est de saisir, à travers entre autres, ces indices, qui sont les seuls qui abondent dans les sources disponibles, l'impact que l'introduction de cette nouvelle technologie exerça sur les Africains. La question privilégiée n'est donc pas celle de l'industrialisation et du développement économique qui purent ou non en résulter, mais celle de l'action de la culture matérielle sur le consommateur. Qui, dans les villes, fut équipé en premier ? Quel fut l'effet, dans la vie quotidienne, par exemple de l'éclairage public, et de l'introduction d'une ampoule électrique dans la maison ? Qui en a profité ? Qui ne le put pas, et pourquoi ? Quels changements furent ainsi engendrés dans le mode de vie, et partant le mode de pensée ? Quand, pour reprendre cet exemple, l'enfant scolarisé passa-t-il pour apprendre ses leçons de la lampe à huile au réverbère et de l'éclairage public à celui de la maison ? L'un des seuls qui ait abordé ce type de problème est K. Atkins. Il explique comment l'apparition de l'énergie électrique sur le port de Durban dès la fin du XIXe siècle transforma la vie ouvrière, car à la différence de l'Afrique tropicale, l'électrification d'Afrique du Sud fut presque en avance sur celle de Grande-Bretagne. Jusqu'alors, les dockers refusaient obstinément le travail de nuit pour des raisons religieuses essentiellement, la nuit étant le domaine des esprits malfaisants. Mais l'usage, à partir des années 1880, de l'électricité sur le wharf de Durban accéléra l'évolution. Depuis quelques années déjà, attirés par le travail de nuit mieux payé, les dockers respectaient moins ce couvre-feu naturel. Ce fut alors aux Blancs de s'inquiéter, d'où l'instauration d'un couvre-feu officiel à 21h, à Pietermaritzburg dès 1871, à Durban 3 ans plus tard. Ces lois furent renforcées avec l'électrification publique, et ont été maintenues jusqu'à la fin de l'apartheid Atkins, 1993. C'est dans cette lancée de modernisation de leurs conditions de vie que les ouvriers, compte tenu de l'allongement de la journée de travail, commencèrent aussi de revendiquer, à partir de 1881, le respect du week-end. Il s'agit donc de repérer et analyser des transformations du même ordre, mais qui eurent lieu apparemment avec un demi-siècle de décalage en Afrique tropicale. L'enquête a rassemblé une équipe franco-africaine, étant entendu que beaucoup des documents existants, et bien entendu les témoignages de terrain ne sont abordables que sur place. Les points d'impact portent sur les villes de Dakar, Sénégal, Cotonou, Bénin, Conakry et Fria, ville de l'aluminium, en Guinée, Abidjan, Côte d'Ivoire, Douala, Cameroun, et en Afrique orientale sur le couloir du Mozambique le long de la côte malgache. Nous y avons adjoint, à titre de comparaison, et pour entre autres, mesurer le décalage entre des villes sous emprise européenne et des villes secondaires, quelques exemples de l'intérieur. Ouagadougou, Burkina Faso, et aussi Bouaké et Bondoukou, Côte d'Ivoire. Je me contenterai ici de faire le point de nos maigres connaissances sur l'Afrique noire en ce domaine, et d'indiquer quelques-unes des pistes de recherche offertes par les documents repérés. La situation avant la DEUXIEM guerre mondiale. D'une façon générale, avant les années 1950, la quasi-totalité de l'énergie électrique était d'origine thermique, aussi bien dans les pays les plus avancés comme l'Afrique du Sud où les mines de charbon étaient abondantes, qu'en Afrique tropicale qui apparaît comme la cendrillon de l'électrification. Ceci reste vrai si l'on se limite à l'Empire français, où l'Afrique noire apparaît très loin derrière l'Indochine et surtout le Maghreb. Le carburant importé, essence, pétrole, gasoil et fioul, y demeure comparativement inexistant. En outre, contrairement à l'Indochine, l'Afrique noire ne possédait alors ni charbon ni lignite. À la différence de celle du Nigeria, les réserves de lignite du Niger, estimées à 4 millions de tonnes dans la région d'Agad, ne seront exploitées que nettement plus tard. Le seul combustible local, utilisé aussi bien pour les machines que pour l'alimentation des chaudières de locomotives, de bateaux ou de véhicules, camions à gazogène pour la plupart, était le bois et le charbon de bois. Autrement dit, la machine à vapeur resta longtemps privilégiée aux dépens de la production électrique. Par ailleurs, la multiplication de fours mobiles à charbon de bois, guère différents en leur principe des fours déjà en usage par les populations locales, n'allait pas sans avoir des incidences sur l'environnement et devenait franchement problématique en zone non forestière. On est surpris du caractère rudimentaire des solutions envisagées, qui allaient de l'utilisation obligatoire d'un pourcentage d'alcool dans l'essence utilisée comme carburant à des expérimentations non concluantes sur les huiles végétales carburantes.
Les tentatives d'utilisation de ces ersatz de produits métropolitains allaient d'ailleurs être intensifiées lors de la Seconde Guerre mondiale. On est aussi frappé du fait que l'usage prévu demeure presque exclusivement celui des véhicules de transport, et fort secondairement la production électrique pour l'industrie. Importation de ressources énergétiques dans les colonies françaises. Moyenne 1933 à 35. Le retard paraît énorme comparé à celui de l'Afrique du Nord, dû probablement à l'absence d'une colonisation de peuplement. C'est à la présence des colons que l'on doit par exemple l'usage précoce de l'électricité en Tunisie pour l'éclairage public. Dès 1872, l'éclairage de la ville de Tunis avait été concédé à une compagnie anglaise qui avait installé un certain nombre de becs de gaz. La compagnie du gaz française, qui se chargea aussi de l'approvisionnement en eau, racheta la concession en 1884, malgré son opposition. Dès 1898, le conseil municipal adopta contre elle, à l'unanimité, le principe de l'éclairage électrique, déjà utilisé par la résidence et par la poste. Le projet fut soutenu par une pétition des citadins français et tunisiens exerçant des professions nécessitant l'usage de l'électricité. Imprimeurs, photographes, cafetiers, commerçants, industriels, pharmaciens, etc. La compagnie du gaz dut s'incliner et, par une convention de 1900, renouvelée en 1922, obtint la concession de la distribution de l'énergie électrique destinée aussi bien à l'éclairage qu'à l'usage industriel. L'éclairage au gaz aura disparu au début des années 1930, et en 1937 le nombre d'abonnés était estimé à 33 000, Belaïd. On est loin du compte à Dakar où l'électrification de la Médina, quartier indigène pourtant central, n'est envisagée que dans les années 1950. La seule partie d'Afrique occidentale où l'usage de l'électricité se répandit avec quelque ampleur avant la Seconde Guerre mondiale fut le Nigeria, où du charbon fut découvert dans l'Est en 1909 et commença d'être exploité en 1914. La production atteignait 610 000 tonnes en 1948 à 49, niveau qui se maintint jusqu'en 1966 à 67, 630 000 tonnes, avec une pointe à la veille de l'Indépendance, 905 000 tonnes en 1958 à 59, avant de décroître rapidement ensuite en raison de l'exploitation pétrolière, 304 000 tonnes en 1973 à 74, 203 000 tonnes en 1977 à 78. Dès l'origine, ce charbon fut localement utilisé pour fournir de l'énergie électrique, mais aussi pour les locomotives à vapeur, qui passèrent au diesel avec l'émergence du pétrole. Ce tableau misérable apparaît aux antipodes de ce qui s'est produit en Afrique du Sud, qui se présente au début du siècle comme l'une des premières puissances électrifiées. Dès 1905, l'Afrique du Sud fut sans doute le pays où le coût de l'électricité thermique était le plus bas, et l'un de ceux où la part de l'électricité comme source d'énergie fut la plus élevée pour au moins 3 raisons. Les mines de charbon, aux filons épais et peu profonds, étaient particulièrement aisées à exploiter. Le travail des Africains fondé sur les compounds, camps de travail réservés aux travailleurs migrants sous contrat, le système des passes, ou permis de travail, et la politique des réserves où résidaient les familles étaient exceptionnellement bon marché. Enfin, la fourniture de l'électricité aux entreprises était assurée par l'État, qui garantit des prix avantageux aux mines, au transport et à l'industrie. Dès 1923, l'électricité était fournie à prix coûtant par une entreprise d'État. En 1948, avec la prise du pouvoir par l'apartheid, le plus grand fournisseur privé restant fut nationalisé. Au début des années 1960, les municipalités perdirent à leur tour le droit de construire des centrales. En 1975, l'État fournissait à prix coûtant 87,5% du total de l'électricité produite dans le pays. En revanche, la distribution électrique fut et demeure en Afrique du Sud particulièrement inégalitaire. La centrale d'Orlando est entourée d'1 million de citadins qui ne bénéficient pas de l'électricité domestique. L'électricité arrive à peu près partout en Afrique du Sud, sauf chez les Noirs. Nulle part plus qu'en Afrique du Sud, l'électricité n'a été synonyme de révolution industrielle, car elle a servi avant tout à augmenter la productivité et à favoriser l'accumulation du capital. L'essor de l'électricité fut en effet inséparable de l'essor minier, par l'exploitation conjointe du charbon qui approvisionnait les centrales thermiques, celle-ci conditionnant la modernisation permanente de la production d'or et de diamants.
L'éclairage public fut assuré dès 1882 à Cape Town, où le travail sur les docks fut ainsi prolongé la nuit. De même, à Kimberley, l'éclairage public attira, dit-on, les mineurs de diamants qui criaient à la magie. Le choix était clair. En 1905, le tarif industriel le moins cher était d'1 penny l'unité de consommation, c'est-à-dire le même prix qu'en Angleterre. En revanche, l'électricité domestique coûtait plus d'1 shilling, contre seulement 7 pence en Grande-Bretagne. À cette date, au moins 9 grosses centrales existaient. Une décennie plus tard, la principale compagnie, la VFTPC, Victoria Falls and Transvaal Power Company, créée en 1906 par la BSA, British South African Company, de Cecil Rhodes avec les capitaux et la technologie allemande de l'AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, avait fait tomber le prix de l'unité de moitié à 0,5 penny. Favorisé par la proximité de la plupart des mines entre elles, le système énergétique du Rand fut intégré avant même celui de Londres. Il le devait à l'énorme expansion de l'industrie minière de Johannesburg, mécanisation conduite d'emblée par la Chambre des mines, coalition des propriétaires de mines d'or, en réponse aux grèves des mineurs blancs et noirs qui se succédèrent de 1906 à 1922. Le résultat fut qu'en 1923 la VFTPC vendait davantage d'électricité que n'en consommaient ensemble les villes de Londres, de Birmingham et de Sheffield. Quant à l'État nationaliste, pour rendre les installations stratégiques, comme le réseau ferré, à l'abri des mouvements sociaux, il créa en 1923, à l'issue de la Grande Grève de 1922, une société d'État, Eskom. La municipalité de Johannesburg, en sus, possédait sa propre centrale qui approvisionnait le service des tramways urbains. C'est l'énergie électrique qui permit à l'Afrique du Sud de produire, en moins d'1 siècle, pas loin de la moitié de l'or produit dans le monde en 6000 ans, et de le vendre dans le monde entier. Dès l'entre-deux-guerres, les voies ferrées d'évacuation de la SAR, South African Railways, furent électrifiées, au moins en partie. En 1933, la ligne du Natal était la plus longue voie électrifiée de l'Empire. L'électrification rurale du Cap occidental, la province la plus blanche et colore d'Afrique du Sud, était en marche. L'industrialisation urbaine qui démarra en flèche dans les années 1930 entraîna un essor extraordinairement profitable de la VFTPC. La production d'électricité quintupla entre 1933 et 1948. Mais la compagnie réussit à dissimuler l'énormité de ses profits, en procédant à de grosses mises en réserve et à une capitalisation accrue, qui lui permirent d'éviter d'avoir à augmenter les salaires ou abaisser les tarifs. Mettant à profit les grandes grèves de 1946, le gouvernement, à nouveau nationaliste, négocia la nationalisation de l'entreprise 2 ans plus tard. La VFTPC était une compagnie à capitaux largement étrangers, majoritairement britannique, qui faisait des profits anormalement élevés en raison de son quasi-monopole de fournisseur d'électricité à l'industrie aurifère. L'État héritait donc d'un outil majeur d'avance technologique, de contrôle social et d'accumulation du capital. La PRES guerre, l'essor de l'HYDROELECTRICITE. Le Transvaal et le Natal ont des réserves de charbon susceptibles de durer des siècles. Dès les années 1900 néanmoins, on songea aux formidables réserves que pouvaient receler, 1100 km plus au nord, les chutes Victoria sur le Zambèze. Mais le projet n'eut guère de suite, en raison du coût qu'aurait alors représenté le transport des lignes à haute tension, et surtout du fait de la grande irrégularité pluviométrique qui rendait la saison sèche particulièrement redoutable. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que l'Afrique du Sud, comme partout ailleurs en Afrique, se lança dans l'hydroélectricité. En fait, entre 1960 et 1975, quelle que soit la source énergétique, Eskom unifia entièrement le réseau électrique du territoire, sur plus de 3000 km de Cabora Bassa à Cape Town, soit à peu près la distance de Londres à Moscou. Cela permit notamment de construire les centrales thermiques sur les mines de charbon, provoquant de considérables économies de transport. Les centrales hydroélectriques, comme celle de Cabora Bassa au Mozambique, servaient surtout d'appoint en moment de pointe. En 1977, malgré l'immensité de Cabora Bassa tout juste entrée en activité et des autres barrages alors construits, 97% de l'énergie électrique d'Eskom provenait toujours des centrales à charbon, ce qui permit à l'Afrique du Sud de ne guère souffrir de son manque de pétrole.
Tout au plus le choc pétrolier de 1973 l'engagea-t-elle à précipiter l'achèvement de l'électrification du réseau ferré, afin d'éliminer les locomotives au diesel, et à passer à l'énergie nucléaire. Jusqu'à la fin de l'apartheid, la production électrique demeura donc étroitement liée à l'industrialisation de pointe du pays. Mais la grande majorité de la population, noire, n'avait pas l'électricité. À la campagne et dans les townships, il restait des demeures courantes d'utiliser chandelles et lampes à huile pour l'éclairage, du charbon, du bois ou de la paraffine pour le chauffage. En 1977 encore, seulement 38 000 des 100 000 fermes blanches étaient électrifiées. Certaines n'utilisaient l'électricité que pour l'éclairage. D'autres étaient tout à fait modernisées. L'étroitesse du marché domestique intérieur était compensée par la militarisation du régime, grand consommateur d'énergie électrique pour son appareil politique et policier. L'électrification devint dès le début du siècle une industrie majeure de l'Afrique du Sud, parce qu'elle était à la base même de l'industrialisation tous azimuts du pays. On est loin du compte en Afrique tropicale, où l'industrialisation était encore à peine à l'ordre du jour à la veille de l'indépendance. Si le saut vers la production hydroélectrique fut en principe franchi après-guerre, il fallut attendre en général l'indépendance pour voir les premières réalisations d'envergure prendre forme. Auparavant, les rares centrales ont continué d'utiliser toutes sortes de carburants thermiques. Pour éviter d'importer trop de matières pondéreuses, donc exagérément coûteuses comme le charbon ou le pétrole, elles se mirent à utiliser des produits locaux, comme le bois ou tous les déchets possibles de l'agriculture, notamment les coques d'arachide ou la paille de riz, toujours utilisée dans certaines centrales sénégalaises à Djourbel ou Ziguinchor. Dès avant la guerre, on avait pensé à exploiter les énormes potentialités représentées par les fleuves ouest africains, qui étaient supposés offrir de grandes possibilités électriques à très faible coût, Niger, Sénégal, Volta, Bandama. Mais les projets avaient jusqu'alors concerné l'irrigation plus que l'électrification. Ce fut le cas pour le fleuve Niger dès les années 1919 à 1920, qui aboutit côté français à l'Office du Niger créé en 1932. Mais le barrage de Samsanding, achevé en 1947, ne fut alors utilisé que pour la mise en culture de terres irriguées. La deuxième tentative faite par l'administration française concerna le fleuve Sénégal. C'est dès 1927 que le gouverneur général de l'AOF avait suscité l'Union hydroélectrique africaine, UHEA, à Bordeaux, afin d'étudier les possibilités à la fois d'irrigation et de production électrique. Une mission d'étude du fleuve Sénégal fut créée en 1935 pour recueillir toutes les données nécessaires. Transformée en mission d'aménagement du Sénégal, MA, elle fut suspendue avec la Seconde Guerre mondiale. Du côté britannique, il n'y eut pas d'incitation métropolitaine. En revanche, les autorités locales favorisèrent l'initiative de compagnies privées. Ainsi en 1923 l'installation au Nigeria sur les chutes de la Kwali près des mines d'étain du plateau de Jos, d'une petite centrale hydroélectrique. De même, dès 1919 se fit jour en Gold Coast un premier projet sur la Volta. L'élan fut repris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est la montée des prix à l'importation, dans ces pays apparemment dépourvus de combustible, qui incita les pouvoirs coloniaux à mettre en valeur les potentialités naturelles du continent en force motrice. Les Britanniques donnèrent l'exemple en développant, en 1940 puis à nouveau en 1944, leur Colonial Development and Welfare Fund, qui permit au Colonial Office d'intervenir directement dans ces projets d'infrastructure. Les Britanniques reprirent alors le projet sur la Volta, motivés par la pénurie en aluminium dont souffrait après-guerre la Grande-Bretagne. À la base du projet était la production industrielle projetée en Gold Coast et reprise, après l'indépendance, par le Ghana de Kwame Nkrumah. Le Colonial Office commença par vouloir intéresser à l'entreprise la British Aluminium Company, BACO. Ils approchèrent les Français à la conférence anglo-française de 1947 pour organiser un projet commun sur le Niger, projet qui n'eut pas de suite. Nkrumah voulait faire du projet la base de l'industrialisation de son pays en exploitant la bauxite de Kibi, idée fort ancienne puisque le gisement fut découvert en 1915, et que l'idée de son exploitation avait déjà été explorée à partir de 1924 par un homme d'affaires sud-africain, Duncan Rose,
qui réussit à intéresser le gouvernement britannique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci chargea alors une firme britannique d'évaluer le projet, jugé viable en 1951, estimation à nouveau confirmée à la suite d'une nouvelle étude en 1956. Mais un rapport du Colonial Office de 1948, le rapport Watson, repris à cette occasion, suggérait que vu l'ampleur du projet, il soit considéré comme national, incluant donc, à côté de capitaux privés, une part d'investissement public. L'idée fit reculer les firmes intéressées, Baco et Alca, Aluminium Company of Canada, qui ne désiraient pas créer une industrie intégrée au Ghana. En définitive, le consortium à capitaux américains, Valco, qui prit l'affaire en main en décida autrement. La bauxite traitée fut importée et l'usine d'aluminium créée dans le port de Tema, à 25 km à l'est d'Accra. L'affaire tourna au désastre pour le Ghana, qui nationalisa la construction du barrage confié à la société d'État VRA, Volta River Authority, et dut consentir en 1961 à vendre à vil prix son électricité à une firme étrangère. 70% de la consommation électrique est le fait de Valco, le prix du kW étant fixé pour 30 ans à 2,6 US mills, soit le 20e du cours mondial. Le prix était si bas que, en dépit de l'accord, il fut révisé à la hausse à plusieurs reprises, mais il reste très faible. 17 mills en 1984 contre un cours mondial de 50 mills. Malgré la mise en œuvre ultérieure des gisements nationaux de bauxite, l'industrialisation du Ghana avait échoué. Les Français de leur côté réactivèrent les missions, mises en sommeil par la guerre, de l'UHEA et de l'AMA. L'UHEA fut chargé d'étudier les potentialités hydroélectriques du bassin du Haut-Sénégal et recommanda la construction d'un barrage. Le travail reprit en 1950, et en 1953 l'UHEA précisa ses recommandations, avec une proposition du barrage de Guira entre Caille au Mali et l'embouchure du Sénégal. Il fut néanmoins rejeté comme trop coûteux, et une nouvelle mission fut confiée à la Commission consultative des études pour l'aménagement du fleuve Sénégal, qui multiplia les rapports d'études. À peu près à la même époque, le gouvernement français avait chargé en 1947 EDF d'étudier l'ensemble des potentialités hydroélectriques de l'AOF. Dès la fin de la même année, le rapport fut soumis au ministère de la France d'Outre-mer. EDF recommandait la construction de 5 barrages, sur la rivière Concouré non loin de Conakry en Guinée, sur le fleuve Niger en aval de Bamako au Mali, sur la rivière Bia près d'Abidjan, sur la Comoé dans la région de Banfora en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et aux chutes de Fellou sur le fleuve Sénégal. Une nouvelle mission ministérielle fut alors constituée pour préciser les projets. La Société d'énergie, AOF, fut chargée d'initier et de poursuivre le programme d'électrification proposé par EDF pour une série de villes du Soudan, de Côte d'Ivoire, du Niger, de Haute-Volta et de Mauritanie. La société mena à bien l'approvisionnement en eau et l'électrification de quelques villes, mais sans réaliser les projets hydroélectriques proposés par EDF. Un seul barrage fut construit entre 1957 et 1959, donc achevé après la rupture du référendum, l'usine des Grandes Chutes sur la rivière Samou en Guinée, dont la première étude remontait à 1948. Il faut y ajouter, au Cameroun, la seule réalisation hydroélectrique d'envergure réalisée par les Français avant l'indépendance, les barrages d'EDA. Comme en Afrique du Sud, et c'est probablement le seul point commun, le programme aboutit parce qu'il correspondait à un projet industriel précis, celui-là encore, de la production d'aluminium à partir de la bauxite importée de Guinée. C'est donc seulement après l'indépendance qu'allait aboutir un certain nombre de grands barrages, avec l'aide technique et financière d'organisations internationales comme la Communauté européenne, l'USAID, la Banque mondiale et la Banque ouest-africaine de développement. Plusieurs pays firent entreprendre l'inventaire systématique de leurs ressources hydroélectriques. Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria, Sénégal, Niger et Ghana. De grands barrages furent construits. Akosombo au Ghana 1962 à 64, Kainji au Nigeria 1969, Mt Kofi au Libéria, Kossou en Côte d'Ivoire 1969 à 71, destinés à approvisionner des industries spécifiques et les principaux centres urbains et portuaires. Ces projets prirent une nouvelle ampleur avec le choc pétrolier de 1973, qui souligna l'extrême dénuement de ces pays,
alors tous non pétroliers sauf le Nigeria, obligés d'importer à grands frais le seul carburant dont ils pouvaient se servir. Ils furent confortés par les conférences qui se tinrent en 1981, celle de Nairobi sur les ressources énergétiques nouvelles et durables, New and Renewable Energy Source, et celle sur Energy for Survival tenue à Freetown au Sierra Leone sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ECOWAS. Malheureusement, les travaux intervenaient aussi au moment où une longue phase de sécheresse allait jeter le doute, chez les investisseurs, sur la capacité des équipements hydroélectriques à couvrir de façon sûre les besoins. Entre 1960 et 1980, le paysage de la production électrique n'en a pas moins complètement changé en Afrique occidentale, en raison de la construction plus ou moins heureuse de ces grands barrages. Depuis lors, néanmoins, le prolongement de la Grande Dépression et l'absence de décollement d'une véritable industrialisation a fait piétiner l'équipement. En Côte d'Ivoire, par exemple, où au début des années 1980 l'hydroélectricité couvrait plus de 90% des besoins, au plus fort de la sécheresse des années 1984 à 85, de dessins qui assuraient la production du courant électrique durent être momentanément fermés, et le pourcentage s'est effondré à 23%. Au Ghana, il est tombé de 90% à environ 60%. Sécheresse répétée aidant, le déficit d'électricité est aujourd'hui patent, et se traduit par des délestages préjudiciables à la fois à l'industrie et à la quotidienneté de la vie domestique dans la quasi-totalité des grandes villes ouest-africaines. Quant aux campagnes, beaucoup d'entre elles ne connaissent encore au mieux que des groupes électrogènes. Autrement dit, en Afrique occidentale comme en Afrique du Sud, on constate l'étroite corrélation entre l'essor industriel et celui de l'électrification aux colonies. La différence est que le développement est très tôt allé de pair en Afrique du Sud. En Afrique de l'Ouest, au contraire, le manque de volonté et de perspectives industrielles ont plongé les pouvoirs coloniaux dans des atermoiements durables, générateurs surtout de coûteuses missions d'études donnant naissance à des quantités de rapports souvent sans lendemain. Ce n'est qu'à partir des indépendances que les gouvernements nationaux commencent à se préoccuper de la consommation domestique et de celle des quartiers populaires, voire dans quelques pays seulement, Côte d'Ivoire, Togo, de l'électrification de certaines zones rurales. Mais le mouvement est tardif. Au Ghana, par exemple, pendant un quart de siècle le barrage d'Akosombo n'a fourni d'électricité qu'au sud du pays, et il faut attendre 1987 pour que les campagnes du Nord soient équipées. Paradoxalement, c'est la crise du pétrole qui accéléra l'électrification des campagnes. Car les paysans, incapables désormais d'acheter le kérosène ou l'essence nécessaires à leurs besoins domestiques, retournèrent à l'envi à l'exploitation traditionnelle du bois et du charbon de bois. La déforestation et l'intensification des processus d'érosion du sol provoquèrent la prise de mesures de protection. Un programme de petites centrales hydroélectriques fut entrepris, notamment en Côte d'Ivoire ou au Ghana, où la construction de 41 petites centrales fut lancée à partir de 1981. Mais ce développement est entravé par le coût relatif élevé de construction, la quasi-totalité du matériel nécessaire étant importé. Ce coût est supérieur à $2 500 par kW installé. Il oscille de $4 000 à $11 000 en Côte d'Ivoire, et de $2 500 à $5 000 au Ghana. L'éclairage urbain demeure inexistant dans les quartiers précaires, et souvent insuffisant ailleurs. En 1972 encore, seules 2 grandes artères de l'ancien quartier blanc étaient éclairées à Djamena, il est vrai en Afrique équatoriale, au Tchad, mais le cas n'est pas isolé. Des pays pauvres comme le Mali sont étonnamment peu électrifiés. Un reportage récent montrait à la télévision française les difficultés rencontrées par une ONG composée d'ouvriers électriciens français pleins de bonne volonté venus équiper les habitants d'une bourgade pourtant pas négligeable, Nioro du Sahel. Il ne suffit pas de poser les câbles. L'efficacité bonhomme des ouvriers français se heurte à des problèmes de compréhension réciproque, de négociation avec les autorités municipales et avec les habitants, qui rendent l'entreprise fragile et difficile. En outre, le raccordement domestique rencontre le problème insoluble du coût, hors de la portée de la plupart des bourses. Or il reste beaucoup à faire,
Ce qui frappe encore le voyageur, lorsque l'avion arrive de nuit, c'est la profondeur de l'obscurité qui règne à perte de vue ailleurs qu'autour des grandes villes. Les centrales hydroélectriques en AOF en 1956, d'après Sergonji 1990. Les centrales hydroélectriques en AOF en 1956, d'après Sergonji 1990. Orientation bibliographique. Annuaire du Comité d'études minières pour la France d'Outre-mer, 1936. Ardura, Cécile. L'électrification en AOF avant 1945, maîtrise en histoire, Université Paris 1, 1999, ainsi que l'article paru dans L'électrification Outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations. Outre-mer. Revue d'histoire, numéro 334 à 335, premier semestre 2002, pp 439 à 458. Atkins, KLCOE, The Moon is Dead. Yves Sourmonnet. The Cultural Origins of an African Work Ethic, Natal, South Africa, 1843 à 1900, London, James Currey, 1993. McGavran, M.R. ed., Reforming the Power Sector in Africa, London, Z Books, 1999. Belaïd, Habib, L'éclairage public en Tunisie à l'époque coloniale. L'exemple de la ville de Tunis. Colloque 1999 sur les réseaux au Maghreb, Université Paris 7, 2002. Christie, Renfrew, Electricity Industry and Class in South Africa, SUNY Press, Albanie, 1984. Compagnie Énergie électrique de Côte d'Ivoire, 20 ans au service de la nation. Abidjan, EECI, 1980. Dan Farah, Papa Wali, Équipement public et aménagement de la ville de Dakar 1930 à 1957, thèse de l'Université Paris 7, 1990. Angilberge, C.A., L'électrification de l'Oubangui-Chari, 1945 à 1960. Planification et réalité de l'électrification d'un territoire d'outre-mer, maîtrise, Aix-en-Provence, 2002. François, Marie-Thérèse, La production de la force motrice aux colonies, et plus particulièrement en Afrique française, Paris, Association Colonie Sciences, 1937. Nigeria Overseas Economic Survey, Londres HMSO, 1957. Raganathan, V. ed., Rural Electrification in Africa, London, Z Books, 1992. Robert Stéphanie, La Sonabel, Société d'électrification du Burkina Faso, maîtrise en histoire, Université Paris 7, 2001. Rubin Neuville et William Warren ed., Dames in Africa, New York, A.M. Kelly, 1968. Sarfwash, Joseph A., Hydropower Development in West Africa, A Study in Resource Development, New York, Peter Lang, 1990. Sarrault Albert, La mise en valeur des colonies françaises, Paris, Payot, 1923. Sopic, Thomas, L'électrification de Dakar depuis 1945, maîtrise en histoire, Université Paris 7, 2000, ainsi que l'article paru dans L'électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations, Outre-mer. Revue d'histoire, numéro 334 à 335, premier semestre 2002, pp 85 à 104. Sek Hassan, Dakar, Métropole ouest africaine, IFAN Dakar, 1970. Thomson, Virginia et Richard Adloff, French West Africa, New York, Greenwood Press, 1969. World Bank, Rural Electrification in Developing Countries, Washington DC, 1975. L'électricité à Dakar sous la colonisation, aux origines de la politique urbaine. Catherine Coquereyvidrovitch. La pauvreté relative des études historiques sur l'électrification dans les colonies a été partiellement corrigée par un colloque organisé en 2000 sur ce sujet par l'Association sur l'histoire de l'électricité en France, AHEF. L'Afrique noire demeure cependant la parente pauvre de cette histoire, précisément parce que l'électrification des villes y a été tardive. La troisième des villes francophones d'Afrique à être équipée, après Saint-Louis et Rufisque, toutes deux à partir de 1887, fut Dakar au début du XXe siècle, comme le souligne la maîtrise de C. Ardura, 1999. Tessopic a aussi consacré une maîtrise à l'électrification de la ville après 1945, à partir des sources disponibles à Paris. C'est à cette ville que je me suis consacré,
en complétant ses premières approches à partir des documents dépouillés aux archives du Sénégal, ex-archives de l'AOF, dans des séries répertoriées depuis peu. Il s'agit de la série P, notamment 7P, eau et électricité, presque entièrement consacrée aux aspects techniques de la question. À cela s'ajoutent les séries 5P, routes et ponts, qui contient quelques renseignements et surtout 4P, urbanisme, dont l'inventaire vient d'être publié 2001. Il contient un certain nombre de dossiers précis, notamment sur les origines de la compagnie, le rôle du port à la fois comme moteur et comme frein de l'électrification, les liens étroits entre la production d'eau et celle de l'électricité aussi bien dans le port qu'en ville, et la lente progression de l'éclairage public. Ces fonds n'ont pas jusqu'à présent été dépouillés ni exploités, ce qui rend les sommes publiées sur Dakar relativement indigentes sur le sujet. À titre d'exemple, l'excellente thèse du géographe Hassan Sek 1970, qui comporte plus de 500 pages, n'en compte qu'une sur l'électricité, page 82. On n'en trouve guère davantage dans la thèse, non publiée, de Papa Walid Anfara sur les travaux publics à Dakar sous la colonisation, 1990. La problématique espace public-espace privé dans ses rapports avec l'éclairage n'a guère été abordée. Aux origines, l'eau. Comme le titre de notre enquête, les problèmes de l'eau et de l'électricité sont étroitement liés aux colonies dès qu'il s'agit des villes et des ports, pas encore de l'industrie, notamment en pays plats à longue saison sèche comme Anapé, Resqu'île du Cap-Vert où premières sources d'eau potable sont relativement rares et éloignées, et donc ont besoin d'être pulsées vers la ville. Pour cela, il faut une force motrice. Ce fut le premier rôle de l'électrification. Remplacer la vapeur pour actionner les pompes nécessaires, dans ce milieu très plat à l'écoulement pratiquement nul. La presqu'île du Cap-Vert est de basse altitude, allant de 10 à 30 mètres, avec de nombreuses zones ne dépassant pas le niveau de la mer. En outre, le sol sableux dans cette zone déboisée risquait constamment d'entraîner l'engorgement des grilles et des canaux à ciel ouvert, d'autant que les nombreux marigots asséchaient une grande partie de l'année, se transformaient en torrents à la saison des pluies, aussi bien à Bargny sur la route de Rufisque et la Petite Côte que dans la Médina créée en 1914. Enfin, les conditions climatiques rendaient inefficaces les normes importées de France. Ainsi, l'air humide et fortement marin imposait de renforcer sensiblement les isolateurs de ligne. De même, l'installation de poteaux électriques en bois, utilisés pour les lignes aériennes, ou de transformateurs posait des problèmes sérieux chaque fois, et c'était fréquent que les quartiers concernés n'étaient pas équipés pour l'assainissement, ce qui demeure notamment le cas à Rufisque. En revanche, la profondeur réglementaire de l'enfouissement des câbles, régie en France à 0,60 m en raison du risque de gel, était en Afrique inutile pour ne pas dire absurde. Or, le problème de l'équipement électrique est fondamental, car l'approvisionnement en eau en dépend. Avant la Seconde Guerre mondiale, un effort mineur en direction des populations. Le pouvoir de décision. Sur le terrain, la partie publique de l'électrification devait être gérée par la ville. L'éclairage extérieur, celui des rues et des bâtiments importants, mais aussi les infrastructures telles que la voirie et les réseaux des eaux devaient être générés et entretenus par un organisme municipal. Or, les attributions municipales furent tôt concurrencées voire remplacées par l'intervention du gouvernement colonial. En 1924, la presqu'île du Cap-Vert, deuxième circonscription électorale du Sénégal, la première étant Saint-Louis, comprenant les communes de plein exercice de Gorée, Rufisque et Dakar, fut détachée de la colonie du Sénégal et érigée en unité administrative autonome, la circonscription de Dakar et Dépendance. En effet, les grands travaux d'urbanisation de la ville, son poids démographique, sa fonction de port de commerce et d'escale avaient créé des charges que le budget du Sénégal et encore moins le budget communal ne pouvaient assumer. Cependant, les communes de Dakar et de Rufisque ne disparurent pas comme territoire, seule Gorée fut rattachée à Dakar de 1929 à 1955. Les communes de plein exercice continuèrent à exercer leurs attributions de police, de petite voirie, d'hygiène, mais elles étaient désormais sous la tutelle d'un administrateur des colonies, ayant rang de gouverneur et placé sous l'autorité directe du gouverneur général de 1924 à 1946. La commune de Dakar ne fut supprimée que sous Vichy de 1940 à 1943. À partir de 1946, Dakar fut à nouveau rattaché à la colonie du Sénégal et administré par un délégué représentant le gouverneur du Sénégal.
En 1959 enfin fut créée la région du Cap-Vert. Une fois de plus, la tutelle continuait d'exister mais chaque structure gardait son autonomie en termes de gestion. Lui revenait tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices municipaux, cimetières, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, l'établissement et la répartition des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, de la police municipale, en tout ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, l'éclairage, au balayage, aux arrosements et à la solidité et la salubrité des constructions publiques. À partir de 1927, la gestion des infrastructures devint un outil de pouvoir suffisamment important pour qu'on ne risque pas de la voir accaparée par un contre-pouvoir local. Ainsi, la gestion de l'eau et de l'électricité avait de telles incidences sociales qu'il était nécessaire au pouvoir colonial de décider au plus haut niveau des orientations de la politique urbaine de Dakar. La commune fut dessaisie de sa compétence politique et instrumentalisée par l'administration coloniale. Elle n'était plus le lieu où se décidait l'avenir de la ville, et encore moins son électrification. Les atermoiements et les déficiences du secteur privé. Dès le début, le gouvernement de Hanna Colonie fut déterminé à affermer à une compagnie privée la charge de produire l'électricité de la ville. Le système privilégié par le pouvoir colonial toujours désargenté était en effet celui de la concession. À la ville de Dakar reviendrait à l'expiration de la concession la propriété de l'usine, du matériel, des canalisations et des appareils d'éclairage. En réalité, l'idée était de coupler les obligations. La compagnie devrait non seulement assurer l'éclairage public et privé de la ville, mais aussi produire l'énergie nécessaire à l'installation de tramways pour le transport public. Dans un avenir plus lointain, en troisième position seulement, venait la production et le transport d'énergie nécessaires à l'industrie. Autrement dit, il s'agissait d'une politique d'électrification qui se situait aux antipodes de celle d'un pays déjà industrialisé comme l'Afrique du Sud. Deux sociétés se trouvaient sur les rangs en 1904 à 1905. L'une, la société Payan, plus solide, était déjà impliquée dans les tramways parisiens et avait la préférence du gouvernement général. Elle agrémentait sa proposition de celle d'une usine à glace susceptible de fournir 1500 kg de glace par 24 heures, à des prix très inférieurs à ceux du moment 44. Mais l'autre, plus modeste, la société Baer, tout en demandant une concession sur 50 ans, elle sera finalement abaissée à 45 ans, avait sur la première l'avantage d'être locale, appuyée par le clan des Sénégalais, c'est-à-dire des commerçants bordelais, Morel, Prom et Delmas. Elle était liée à la compagnie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis dont un des administrateurs, André de Traz, avait déjà partie liée avec la mairie de Dakar. Celle-ci défendait la modicité de son projet, qui éliminait comme prématuré l'idée d'un tramway dakarois et donc de ses moyens. Société habituée aux coutumes du Sénégal, ayant déjà un très long bail d'expérience et avant tout une administration. Entrevoit une consommation plus modeste, rationnelle, partant plus stable, basée sur ses remarques sur le développement de Dakar. Son installation ne lui coûterait que 300 000 F, avec un dispositif de canalisation semblable à celle proposée par Payan, mais traitée plus sobrement, paraît suffisante pour longtemps. Début 1905, le conseil privé du gouvernement général n'en recommandait pas moins de ne pas approuver la délibération du conseil municipal de Dakar relative à cette affaire. Dakar réussit pourtant à imposer de Traz, ingénieur des arts et manufactures, et proposa de lui accorder le privilège exclusif de l'éclairage des voies publiques et des bâtiments commerciaux au moyen de l'électricité, ainsi que l'établissement dans toute l'étendue de la commune, de canalisations aériennes et souterraines à l'effet de distribuer de l'énergie électrique pour la lumière, pour la force et pour la traction électrique, avec installation d'une usine électrique desservant le réseau d'alimentation. Malgré l'accord entre les Bordelais et la colonie du Sénégal, l'affaire traîna en longueur et ne fut résolue qu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Apparemment, les deux concurrents tentèrent un rapprochement, puisqu'une proposition de remaniement du contrat qui n'était toujours pas avalisée par le gouvernement fédéral, fut faite en commun en 1908 par les deux partenaires primitifs, Payan et Baer. Payan cherchait encore en 1909 à se faire accepter par la ville,
avant que le contrat définitif de concession concernant la police relative à l'éclairage public de Dakar fut ratifié par le gouverneur général en août 1909. La société chargée d'exploiter la concession fut constituée en décembre de la même année et confirmée en janvier sous le nom de Société anonyme pour l'exploitation de la concession de l'énergie électrique de la ville de Dakar, désormais connue sous le nom simplifié de Société d'éclairage électrique de Dakar, puis de Compagnie d'électricité du Sénégal. Le capital initial fut constitué pour moitié par l'apport du groupe Delmas et de sa maison Morel et Prom, et pour moitié par celui du collectif rassemblé par Deutraz. Le contrat incluait la fourniture à Han Mbao de l'énergie électrique nécessaire au refoulement de l'eau d'alimentation de Dakar, et la police relative à la fourniture de l'énergie électrique nécessaire aux entreprises de transport en commun. Si le deuxième de ces projets ne vit pas le jour, le premier constitua le fondement et le problème de la société dès son démarrage. Car Han Mbao, où se trouvaient en sous-sol les nappes d'eau douce nécessaires, étaient les 2 stations de pompage destinées à alimenter en eau la ville de Dakar. L'installation électrique fut donc, dès l'origine, étroitement liée au refoulement de l'eau vers la ville. La raison en était la situation proche du niveau de la mer de la presqu'île. À cette première obligation se joignait l'impératif de l'approvisionnement du port, considéré comme prioritaire par les autorités coloniales, à la fois en eau dont il était gros consommateur, mais aussi en éclairage et surtout en force motrice pour manœuvrer les engins de levage. La marine s'était déclarée dès 1904 disposée à recourir à la future société électrique d'éclairage de Dakar pour l'éclairage de l'arsenal et des bâtiments de la marine, au fonctionnement des machines-outils, des ateliers, de la cale de halage, ainsi qu'au service des estuaires. La marine reconnaissait n'être pas encore en mesure d'estimer exactement ses besoins. En revanche, la direction de l'artillerie évaluait ses exigences quotidiennes à 150 kW. En vertu de l'accord initial, un marché fut passé entre la colonie et la Compagnie d'électricité du Sénégal pour la fourniture de l'eau, par l'installation d'électropompes à Han et à Mbao, à l'ensemble de la commune. La colonie s'engageait à rembourser après achèvement les 3/10 de la valeur du matériel mécanique et électrique nécessaire aux ateliers du constructeur, comprenant l'ouvrage de captation de l'eau et l'usine de refoulement avec conduite directe sur Dakar et réservoir d'arrivée. Parallèlement, l'adduction d'eau du port de Dakar fut mise au concours en 1910, à partir là encore des usines à moteur électrique de Han et de Mbao. D'où le renvoi au calende grec, dès la rédaction du contrat, de l'idée du tramway. Il est possible que, pendant la durée de la concession, des entreprises de transport en commun faisant emploi de véhicules susceptibles d'être mus au moyen d'énergie électrique soient organisées et exploitées dans Dakar par la colonie ou ses concessionnaires. D'où également, compte tenu de l'insuffisance dorénavant chronique de la ville en énergie électrique, les problèmes qui ne cessèrent d'opposer la société puis celles qui lui succédèrent au pouvoir colonial et à ses divers utilisateurs. Certes, des facilités furent dès le départ consenties à la société pour remplir son contrat. En particulier, il fut prévu de l'aider à acquérir à Bel Air un terrain au bord de la mer où situer son usine de production électrique, Thermi. Les déboires commencèrent aussitôt. Le premier rapport sur le contrat passé par la colonie avec la compagnie d'électricité signalait déjà que celle-ci s'était engagée à construire une ligne de force moyennant, de la part de la colonie, la garantie d'une consommation minimum de 300 000 kWh et le paiement de 0,23 farad kWh, soit 69 000 F par an. Or la compagnie n'avait pas encore entrepris de travaux en 1911, et la colonie, qui payait pour rien, demanda de renégocier un accord amiable destiné à la dédommager. Un nouveau contrat fut finalement approuvé par les partenaires en février 1912. La colonie acceptait de prélever une partie des crédits nécessaires sur le budget de l'emprunt de 100 millions alors prévu pour réaliser l'adduction d'eau vers le port de Dakar. En échange, la compagnie d'électricité s'engageait à entreprendre les travaux promis. À noter qu'elle fut acceptée comme la seule concurrente par un tour de passe-passe. Il ne s'agit pas d'un nouveau concours à ouvrir mais bien de quelques modifications aux caractéristiques de l'installation projetée, formulant des propositions moins onéreuses pour la colonie. Dès 1917, en pleine guerre,
L'inspection des colonies n'en déplorait pas moins à nouveau les conditions défectueuses dans lesquelles se trouve depuis quelque temps l'usine productrice d'énergie électrique de la compagnie, au matériel soit en état d'entretien insuffisant, soit usé, soit mal approprié. Outre un directeur sinon incompétent du moins insuffisant 53 dont il suggérait le rappel, il sera licencié par la société en 1919. Depuis ses débuts, la compagnie n'était donc même pas parvenue, et de loin, à tenir les engagements prioritaires concernant l'eau et le port. Autant dire que l'éclairage public et la consommation domestique se trouvèrent de facto les parents pauvres de la distribution électrique. Le contrat d'éclairage public, très limité, ne concernait que les alentours des bâtiments officiels et la partie encore limitée du plateau habité par les Européens. En 1904, moyennant 30 000 F par semestre, le projet proposait un total de 280 lampes de 10 bougies allumées pendant 5 heures, de 18h à 23h, ou si L'. On désirait d'un temps plus long, seulement 180 lampes entre 18h et 23h dont 85 resteraient en service jusqu'à l'aurore, de 23h à 6h du matin. L'autre option était de préférer un éclairage plus intense mais encore plus restreint. 180 lampes de 32 bougies entre 18h et 23h, ou bien seulement 120 dont une cinquantaine resteraient allumées toute la nuit. Ce programme fut à peu près suivi, puisqu'en 1917, avant d'adopter les réductions de guerre, toutes les lampes des voies publiques étaient allumées de la tombée du jour à minuit, puis 1 sur 3 jusqu'au matin. Il en coûtait alors 1,05 F par kWh à la ville, tarif dégressif qui pouvait tomber jusqu'à 0,79 F. Mais en 1910, on en était encore seulement à l'installation imminente du réseau de distribution de l'énergie électrique dans la commune de Dakar. Les choses avançaient néanmoins. Le port de Dakar fut le premier à bénéficier de l'électricité, le 21 mars 1911. Le palais du gouvernement général fut équipé la même année, et un lampadaire fut placé devant le palais de justice. Compte tenu de l'électrification déjà existante et surtout à prévoir pour d'autres cités, un projet de décret vit aussi le jour en 1911, destiné à porter réglementation des distributions d'énergie électrique en AOF. Cela concernait encore quasi exclusivement le réseau de lignes et de canalisation à mettre en place à partir de la centrale de Bel-Air vers la région du Haut-Sénégal-Niger. Les choses vont traîner en raison de la guerre, et le décret ne fut finalement promulgué qu'en septembre 1916. Quant à l'électricité domestique, elle était réservée à ceux qui en avaient les moyens, c'est-à-dire, inutile de le préciser, quasi exclusivement aux Européens. Le contrat était inspiré de très près de la législation métropolitaine. La compagnie était tenue de fournir l'énergie électrique, dans un délai d'1 mois après la demande, dans tout immeuble, en maçonnerie ou en bois, situé à moins de 100 mètres, ou appareil situé à moins de 35 mètres d'une canalisation existante. Les branchements ponctionnés en vue d'amener le courant aux immeubles desservis étaient à un à charge de la société jusqu'aux alignements de ces immeubles dans les rues. Au-delà, la société concessionnaire s'engageait à poser les canalisations nécessaires et à les entretenir, mais aux frais de l'abonné. La pose et l'entretien éventuel des compteurs étaient également aux frais de l'abonné. Enfin, le concessionnaire s'engageait à employer des agents assermentés pour la surveillance et la police de la distribution. Le tarif primitif proposé, relativement abordable, était de 0,60 farad le kWh au particulier, avec un tarif préférentiel de 0,55 farad pour les chantiers et entreprises, que l'on pourrait ultérieurement abaisser à 0,45 pour des moteurs de 75 CV nécessitant une puissance de plus de 55 000 W. Il y eut discussion pour savoir si l'on poserait des compteurs individuels, ou si l'on se contenterait des apostrophes. Un forfait, solution finalement adoptée pour les abonnés ayant installé plus de 5 lampes, ce qui était à l'époque un luxe pour le lieu, à raison de 6 farad par mois et par lampe de 16 bougies. Le gouverneur général obtint que la compagnie n'exigeât pas une durée minimale de 2 ans avant de consentir des tarifs dégressifs, ce qui était incompatible avec la durée souvent limitée de séjour des abonnés métropolitains. Si votre rédaction était adoptée, beaucoup de fonctionnaires et employés exposés à quitter, hésiteraient à consentir au début de chaque année des sacrifices dont tout le bénéfice pourrait en fin d'année aller à leurs successeurs. En fin de compte,
Le tarif de base était à la fin de la guerre de 1,40 farad par kWh, tombant à 1,10 farad au-delà d'une consommation mensuelle de 25 heures de la puissance maxima consentie par la police de l'abonné, puis à nouveau à 0,90 après la deuxième tranche de 25 heures, et au plus bas à 0,80 farad, les immeubles occupés par tous les services publics civils et militaires, de l'État français, du gouvernement général, de la colonie et de la ville, bénéficiaient sur chacun de ces prix d'une remise de 0,20 farad. Quant au coût de la force motrice industrielle, il était le seul à être resté dans les limites tarifaires proposées avant-guerre, de 0,70 à 0,45 farad le kWh. Compte tenu de la hausse du coût de la vie, et notamment du prix du charbon importé, cela ne fut pas tenable longtemps. Avec la guerre et surtout l'occupation allemande et les combats sur les sites miniers de Belgique et du nord de la France, le charbon devint hors de prix. La guerre vit se multiplier les combustibles de remplacement, notamment à base de coque d'arachide. Des coupures drastiques furent réalisées dans l'éclairage de la ville. Depuis 1916, un avenant à la Convention, entériné en 1918, précisait que le prix du kWh serait indexé sur celui du prix de revient annuel de la tonne de charbon. Celle-ci passa de 44 farad en 1908 à 200 F en 1920. En conséquence, dès janvier 1918, le lieutenant-gouverneur du Sénégal dut consentir une majoration de 0,33 farad du prix du kWh, tant pour l'éclairage et la ventilation que pour la force motrice, alors que la production d'un kWh exigeait 5,9 kg de bois ou 2,33 kg de charbon. Celui-ci, totalement importé, était désormais quasi exclusivement utilisé. Au premier semestre 1918, la société devait utiliser 1142 tonnes de charbon et 288 tonnes de bois, soit un rapport de 1 à 10 de production d'électricité, pour une capacité totale de plus de 500 000 kWh dont 490 000 à base de charbon. L'épisode révélateur de la ligne de tramway avortée. L'idée d'un transport public électrique fut tenace mais absurde, dans la mesure où il ne venait pas à l'esprit des concepteurs que les Africains, alors les indigènes, puissent y prétendre. D'une part parce que précisément il s'agissait d'indigènes et d'autre part parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Les deux lignes, de 2 km chacune, n'entendaient desservir que les quartiers résidentiels blancs, avec traction par moteur électrique à fils aériens. L'une depuis le gouvernement général jusqu'à la gare en passant par la rue Vincent, l'autre allant du lotissement Madeleine à l'avenue Lebon en passant par l'avenue Roume et le boulevard National. Compte tenu du petit nombre de fonctionnaires blancs, l'affaire ne pouvait être rentable. Ainsi en concluait une note de février 1909, qui présente l'intérêt de donner quelque idée de la population blanche alors concernée par ces équipements. La note estimait à 350 le nombre de fonctionnaires de l'administration ou officiers se rendant à leur bureau 2 fois par jour, dont la moitié était logée à proximité, en particulier presque tout le personnel du gouvernement général. Sur les 175 restants, au moins 20 venaient en voiture et 20 autres à bicyclette. Compte tenu d'un certain nombre de sportifs choisissant la marche à pied, il ne restait pas plus de 600 voyageurs par jour pour le tramway, faisant chacun en moyenne 1 km sur 2 lignes prévues de 2 km. Le reste des clients potentiels était inexistant. Quelques acheteurs allant au marché ou dans les magasins, pour la plupart des femmes logeant à proximité et venant à pied par économie. Il y avait encore à cette époque peu d'épouses et il s'agissait sans doute de quelques salariées, infirmières ou institutrices, ménagères ou missionnaires. Quant à la population résidant loin, elle était peu importante et généralement riche, car le tramway ne dessert pas les quartiers éloignés pauvres. On ne pouvait donc tabler de façon assurée sur plus de 10 à 200 voyages aller-retour par jour. Les passagers des navires ne seraient en nombre important que lors de l'escale de grands paquebots. Les visiteurs de l'hôpital ou les militaires regagnant leur caserne le soir ne constitueraient qu'un faible appoint complémentaire. Il était vain de compter sur une clientèle africaine. Les salaires étaient trop faibles. Les employés de commerce demeuraient presque tous dans les immeubles où ils tenaient boutique. Ceux allant au marché auraient à faire 1 km à pied alors que le trajet en tramway leur coûterait 0,15 F pour 2,5 km. Quant aux boys,
Leurs dépenses pour 4 trajets se montraient à 0,40 farad par jour, ce qui excédait leurs moyens, de même que ceux des ouvriers. On ne pouvait même pas compter sur les gens pressés car les tramways passeraient trop rarement sur un réseau trop peu développé, ni d'une façon générale sur les indigènes désireux de se promener, car le chemin de fer est pour eux le mode de transport non seulement le plus rapide et le plus récréatif, mais le plus économique, alors que le tramway ne fera économiser aux indigènes qu'un peu de temps d'une valeur pour eux bien moindre que la dépense faite. La conclusion s'imposait. L'entretien des lignes serait à court terme à la charge de la commune. Le projet de tramway n'en réapparaîtra pas moins périodiquement. En 1917 à 18 notamment, il sert au gouverneur général Engoulevent de prétexte pour refuser à la société une concession de terrain. Cette demande trouvait son origine dans la convention rédigée dès 1907, où la colonie consentait à la compagnie un terrain, moyennant le prix symbolique de 1 farad lem2, près du dépôt du chemin de fer en vue de l'installation de l'usine électrique et du dépôt de tramway. La demande de 1917 ne se justifiait donc que si la question des tramways de Dakar, dont j'ai été saisi par votre direction à Paris, et pour laquelle vous devez me présenter un cahier des charges, aboutissait. Les déboires de la compagnie. Le résultat global fut l'incapacité de la société, compte tenu de ses réticences à investir, à remplir correctement ses obligations. La pénurie d'électricité augmenta avec les besoins. Elle devint aiguë avec la fin de la guerre. 3 exigences se surajoutaient, dont aucune n'était correctement couverte. Les besoins du port, la consommation électrique nécessaire à l'approvisionnement en eau de la ville, et la demande urbaine publique et privée d'éclairage. En sus, outre le port de Dakar, une industrie de transformation encore modeste mais en rapide extension commençait à exprimer ses besoins. À partir de 1919, la compagnie desservit, outre les ateliers de la Marine nationale, une usine de décortiquage, une brûlerie, Turbe, une huilerie, Enjalbal et un limonadier, Dardy, soit 150 HP CV environ, ou 110 kW de plus que l'année précédente. Les difficultés de la compagnie étaient à la mesure de la modestie de ses moyens. Elle argua du manque d'hommes dû à la guerre pour demander la mise à disposition de 2 marins mécaniciens pour renforcer l'entretien, et réclamait aussi à la ville de Dakar une extension de terrain pour agrandir la centrale, qui ne sera doublée qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Le port, très demandeur en eau, profita des exigences de guerre pour faire prévaloir son autorité. Le service d'adduction d'eau de la ville, jusqu'alors dépendant du service des travaux publics, fut placé sous son autorité à partir du 1er janvier 1918. Le résultat fut une politique de délestage. Dès le mois suivant, le port de commerce fit arrêter la nuit les usines d'élévation de l'eau de Mbao, et n'autorisa la distribution en ville que 5 heures par jour. On manqua du même coup d'eau pour alimenter les chaudières de la compagnie d'électricité, dont la conduite d'alimentation était branchée directement sur la conduite de refoulement de Mbao. D'où un redoublement des pannes. Autrement dit, le refoulement de l'eau en faveur du port de commerce prenait le pas sur la fourniture d'électricité pour la ville, alors que cette dernière rapportait davantage à la société. Il y eut triple plainte, de la société qui menaça de traîner la direction du port en justice, de la ville contre la société en raison de la pénurie provoquée, et du port contre les débordements en faveur de la ville. Notamment, le directeur du port enjoignit à celui de la compagnie d'électricité de. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.